À 22h15 sur BFM TV. Bonsoir Manuel Bompard. Merci d'être avec nous, député des Bouches-du-Rhône, numéro 1 de la France Insoumise. Bien dormi? Peu, mais Peu. bien, oui. Peu, mais ça va. Bon, très bien. Vous nous raconterez dans une seconde votre long huis clos avec Emmanuel Macron quasiment jusqu'au bout de la nuit dernière. On parlera surtout de ce que vous attendez du président maintenant. Mais juste avant, l'interdiction des abayas et des camises à l'école. La rentrée, c'est lundi. Et ce soir même, Gabriel Attal a publié ses consignes plus précises pour la rentrée. Lisa Adef, consignes aux chefs d'établissement et aux enseignants. Oui, à partir de lundi, un élève portant une abaya ou un camis sera pris en charge par l'école selon le processus suivant. D'abord, le dialogue. Le ministre rappelle que cela doit être le premier moyen engagé avec l'élève, mais aussi avec ses parents. Gabriel Attal fournit d'ailleurs une lettre signée de sa main que les professeurs pourront adresser aux élèves ou familles pour affirmer ce dialogue en cas de difficulté. Le ministre rappelle aussi que le dialogue n'est pas une négociation. Et si après ça, la communication entre les deux parties est toujours un échec, une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée par le chef d'établissement au nom du code de l'éducation qui le prévoit. Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité. Je cite bien évidemment. Aussi, tous les professeurs seront formés aux questions de respect de la laïcité d'ici 2025 et regardez, 330 000 d'entre eux ont déjà été formés. Aussi, tout personnel confronté à une atteinte au principe de la République devra désormais en aviser le directeur ou le chef d'établissement. Il pourra et devra faire un signalement via une application que vous voyez s'afficher, intitulée Fait établissement. Et toujours dès la rentrée de lundi, des référents de l'équipe académique Valeurs de la République seront présents pour accompagner les chefs d'établissement qui, s'ils se sentent menacés, auront droit, comme c'est déjà le cas, à une protection fonctionnelle, autrement dit une assistance juridique pour entamer des démarches judiciaires. Manuel Bompard, merci Elisa. Manuel Bompard, on dialogue, ensuite on sanctionne. Est-ce que ça vous semble applicable à partir de lundi? Je pense que, si j'ai bien compris, l'état d'esprit du ministre de l'Éducation nationale, c'était de faciliter la vie des directeurs d'établissement. Et je pense que ce message, comme cette décision, ne va pas du tout leur faciliter la vie. Parce qu'en vérité, il leur appartiendra à déterminer ce qui s'apparente à une abaya et ce qui s'apparente à une robe longue. Et faire la distinction entre les deux, à mon avis, va être extrêmement compliqué pour eux. Mais les chefs d'établissement réclamaient ça, en tout cas leurs représentants et une majorité d'entre eux visiblement. Vous savez que les Français, dans les derniers sondages, les Français sont majoritairement pour. Est-ce que là, vous ne faites pas fausse route dans ce combat-là? Non, mais d'abord, ils réclamaient une clarification. Et ils sont venus dire sur le plateau lundi soir qu'ils avaient Ils réclamaient une clarification et des clarifications. Il pouvait y avoir des clarifications de différentes natures. Pour le reste, je pense que il y a parfois une confusion sur ce qu'est une abaya. C'est un vêtement, une robe longue dont se vêtissent un certain nombre de jeunes femmes. Et qui fait partie du dressing de la femme musulmane, disent tous les sites de vente d'abaya. Mais monsieur Barbier, nier le caractère religieux, c'est aller contre l'évidence. Monsieur Barbier, si vous voulez déterminer maintenant, à la place des autorités religieuses de ce pays, quelles sont les tenues qui sont les tenues réglementaires ou officielles de telle ou telle religion, alors vous avez une conception de la laïcité très particulière. Mais si les Parce que autorités vous savez, monsieur religieuses... Barbier, le principe de la laïcité, c'est que l'État garantit la neutralité, garantit l'indifférence vis-à-vis des religions. Tout à fait. Et les religions se régissent comme elles le Et souhaitent. le sanctuaire de l'école. Si les religieux, les responsables des instances religieuses musulmanes disent « cette abaya n'a rien à voir avec l'islam », eh ben, qu'elle laisse ces instances, le ministre, interdire ou ne pas interdire, ça ne les concerne pas. Ce n'est pas au ministre Si de les instances décider. défendent l'abaya, c'est qu'elles savent que c'est religieux et que ça permet de faire rentrer l'islam dans l'école. Non. L'islam politique a détourné un morceau de tissu pour lui donner une charge religieuse et contourner la loi de 2004. Monsieur Barbier, c'est contre ça qu'il faut écoutez-moi, lutter. 2 minutes. Si demain, monsieur Attal décide que votre écharpe rouge est une tenue religieuse et qui donc décide d'interdire l'entrée à une école à des personnes qui sont dotées d'une écharpe rouge, c'est une décision qui n'a aucun sens. Trouvez-moi un site internet qui dise l'écharpe rouge est une religion. Trouvez-moi un enfant qui met sur les réseaux sociaux je suis un bon musulman ou un bon bouddhiste ou un bon barbiériste, donc j'ai une écharpe rouge. Donc vous niez l'évidence. Mais monsieur le Barbier, bon si sens. maintenant ce qui a marqué sur les sites internet et ce qui a marqué sur les réseaux sociaux est une vérité qui s'impose à vous, on va avoir un certain nombre de problèmes. C'est une vérité Parce que vous sociologique. savez, malheureusement, il y a un certain nombre de bêtises qui sont écrites Bien sur sûr. les réseaux sociaux et sur les sites internet. Ce Donc, que je peux vous dire, laissez la parole aux personnes concernées. Et si vous laissez la parole aux personnes concernées, vous verrez qu'il y a des jeunes femmes qui portent la baya alors qu'elles ne sont pas de confession musulmane. C'est là où le Ça dialogue existe. avec les enseignants
va permettre de les éclairer. Leur dire, mademoiselle, vous croyez porter un vêtement qui n'a pas de connotation religieuse, vous êtes manipulée. Alors, à leur place, vous allez donc décider que le vêtement qu'elle porte est un vêtement qui a une connotation religieuse. Le chef d'établissement dialogue, Monsieur le référent laïcité dialogue. S'habiller comme elle le souhaite. À partir du moment où elle ne porte pas de signes religieux ostentatoires, c'est la loi de 2004 et c'est celle qu'il faut appliquer. C'est un signe manifestement religieux. Que répondez-vous au proviseur qui nous explique que chaque matin devant l'établissement, les jeunes femmes viennent voilées et avec une abaya et sont obligées, parce que la loi le prévoit, d'enlever leur voile, puisque ça c'est dit, c'est interdit de venir en classe avec un voile sur la tête, mais gardent leur abaya et manifestent ainsi leur appartenance à une religion. Mais non, mais vous affirmez quelque chose. Mais madame, mais vous c'est affirmez. ce que rapportent les proviseurs. Vous êtes en train. Non, donc vous vous opposez aux proviseurs. Madame, c'est pas. Et à leurs représentants. C'est pas les proviseurs. Vous savez le nombre d'établissements scolaires qui a été confronté à cette question cette année? Est-ce que vous savez combien? Aux alentours de 150. 0,25% du nombre total d'établissements scolaires. Mais vous savez aussi que les atteintes à la laïcité ont explosé. Non, ne me dites pas les proviseurs et les établissements parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et puisque vous m'interrogez sur la lettre du ministre Attal, j'ai envie de vous dire franchement, j'aurais préféré qu'il envoie une lettre aux directeurs d'établissement pour leur dire qu'il allait prendre en charge les fournitures scolaires dont le prix a augmenté de 11% cette année. J'aurais préféré qu'il leur envoie un courrier dans lequel il leur dit que oui, il y aura bien un élève en face de chaque classe lundi prochain, un prof en face de chaque classe lundi prochain, parce qu'il y a 3000 personnes qui manquaient au concours de recrutement cette année. J'aurais préféré qu'ils disent aux directeurs d'établissement et aux enseignants qu'il allait enfin augmenter leurs rémunérations qui sont de 10% inférieures à la moyenne de l'OCDE. Maintenant, il vous a donné quelque chose qui va vous amuser pendant quelques jours pour détourner l'attention des Françaises et des Français des vrais sujets. Et moi, je vous le dis, les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique, d'être en permanence comme ça, mis dans le débat public pour qu'on dise « Ah, regardez, c'est ça le problème ». Non, le problème de l'école, c'est pas les abayas. Le problème de l'école, c'est qu'il y a des enfants qui n'auront pas de trousse, pas de cahier, on va refermer pas de stylo pour étudier. On va refermer ce débat-là ce soir. Oui, mais vous m'en parlez, je vous en parle franchement. Bien sûr, mais simplement quand vous entendez, et ce qu'on a fait quand vous recevez les patrons d'établissement et leurs représentants, ils vous disent que c'est aussi ça aujourd'hui le problème de l'école et ils avaient besoin de cette clarification. Ils avaient besoin d'une clarification, ne leur faites pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. Ils sont venus, on les d'avoir avait des lundi soir sur notre qui plateau. leur permet de travailler. Ils sont venus lundi soir sur notre plateau pour dire qu'ils avaient enfin une clarification et que le ministre leur avait dit non. Pas d'abaya à l'école. C'est une forme de clarification. Voilà, il aurait pu y en avoir d'autres. Donc on avance, Christophe. Donc on avance. Voilà. Manuel Bompard, vous étiez hier et cette nuit, puisque ça a dépassé le temps imparti, enfermé avec Emmanuel Macron et les chefs de parti à Saint-Denis. Plus de 12 heures de discussion. Personne n'a quitté la table. Et à l'arrivée, pour le porte-parole du gouvernement, un moment d'histoire. Quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique, voire démocratique de notre pays. Ah oui, carrément. Oui. Carrément, vous avez participé à un moment historique. Je trouve cette déclaration aussi grotesque que l'initiative auquel j'ai participé hier soir. Grotesque, tout est acheté. Elle était grotesque sur la forme et elle était hors sol et inutile sur le fond. Grotesque parce que, je rappelle quand même à ceux qui l'ignorent, que dans ce pays il y a des institutions, que dans ce pays il y a un gouvernement, que dans ce pays il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, et que si vous voulez discuter de textes de loi, de propositions pour améliorer la situation du pays, vous soumettez un texte à l'Assemblée nationale, c'est débattu, il y a des parlementaires qui sont les représentants du peuple et ils sont là pour en débattre. Et c'est pas monsieur le président de la République qui veut maintenant faire un troisième mandat, si j'ai bien compris, qui est là pour déterminer ça c'est bien, je prends, ça c'est pas bien, je prends. Il n'y aura pas de troisième mandat d'Emmanuel Macron. C'était grotesque sur la forme et sur le fond, pardonnez-moi, mais c'était totalement hors sol. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler des vraies questions auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français, notamment la question de l'inflation et des prix, à partir de 2 heures. Mais justement, à la fin, il est question d'une conférence sociale sur les bas salaires, il est question d'un éventuel élargissement des thèmes sur lesquels il pourrait y avoir des référendums. Tout ça, vous n'en voulez pas. Maxime Zutek, vous n'êtes pas un poisson rouge. Vous avez un petit peu de mémoire. Absolument, d'accord. Merci. Vous savez ce que disait le président de la République au mois de mars de cette année. Il disait, je vais faire une négociation sur les bas salaires pour les salaires qui sont en dessous du SMIC, c'est-à-dire les minima de branches qui sont en dessous du SMIC. Je vais faire une négociation pour les ramener au niveau du SMIC. Voilà. Il l'a dit au mois de mars. Donc ne me faites pas dire que c'est le résultat de notre échange d'hier. Et depuis le mois de mars, d'ailleurs, il ne s'est rien passé. Mais donc vous n'attendez rien mais c'est pas des que je jours n'attends qui rien, viennent. mais il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous savez, moi, je suis allé là-bas parce que dans cette rentrée, il y a une situation qui est extrêmement difficile pour les Françaises et les Français. On va en parler, vous l'avez dit, avec l'inflation en particulier.
Et il me semblait que ma responsabilité, mon devoir, c'était d'aller porter des propositions politiques pour faire en sorte que le président de la République, enfin, s'attaque à cette question. Donc, oui, on est resté 8 heures. Et s'il avait fallu rester 10 heures ou 12 heures pour essayer de lui faire comprendre qu'il fallait faire quelque chose sur ce sujet, je l'aurais fait. Mais je tire les conclusions. Il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit sur ces questions. Donc s'il y a un épisode 2, comme il en est question, qu'on vous réunisse à nouveau? Mais encore une fois, il y a des parlements, si on veut discuter de choses. Moi, je n'ai pas l'intention de participer à ce type de comédie tous les 4 jours. Donc vous n'irez plus? Mais pour faire quoi? Je vous pose la question, vous irez ou vous n'irez pas? Mais je vous réponds. Je suis allé, j'ai porté des propositions, il les rejette en bloc. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je continuerais à participer de ce type de format. Juste une question encore. Comment vous avez senti le président? Parce qu'avant d'entrer dans la salle, beaucoup disaient il essaie de relancer déjà ce quinquennat, etc. Comment est-ce que vous, dans l'opposition, vous l'avez senti? Je l'ai senti hors sol, comme je vous le disais, c'est-à-dire à disserter sur des sujets, sans se rendre compte en fait que les gens ils galèrent là. Faut le comprendre en fait. La vie elle est trop dure, les prix ils sont trop hauts, les salaires ils sont trop bas. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Le président de la République était là à faire des longues dissertations, à se prendre pour le roi de France qui écoute comme ça et qui dit ça je prends pas. Je trouve ça insultant en fait pour les Françaises et les Français. Voilà comment je l'ai trouvé. J'ai trouvé hors sol et je l'ai trouvé incapable de convaincre qui que ce soit. Parce que si à la limite il y avait que la France Insoumise qui vous disait que cette initiative ne l'avait pas convaincu, vous pourriez me dire oui vous êtes des opposants fermes. Bon. Mais j'ai écouté ce que disent les autres formations politiques d'opposition. Aucune n'a dit super, il y a quelque chose qui bouge et on va y aller. Christophe. Est-ce que vous avez été plus intéressé par la première partie sur les enjeux géopolitiques, la situation internationale? Mais intéressé, c'était utile, je pense, que le président de la République donne aux formations politiques des éclairages sur la situation internationale. En vous montrant par exemple des photos secret défense autour de la guerre en Ukraine, etc. C'est ce qui a été. Je ne crois pas qu'il y avait des photos secret défense, mais en tout cas, on ne nous a pas précisé quels étaient secret défense. Il y avait des documents. On nous a présenté des cartes sur la situation internationale, ce qui a permis à la fin, et ça m'intéresse, ça quand même, que tout le monde se rende compte que, contrairement à ce que j'entends sur des plateaux de télévision depuis des années et des années, il n'y avait personne autour de la table qui soutenait l'agression russe en Ukraine. Non, mais parce qu'à un Il y a une moment, convergence, là. Mais pas surtout. Il y avait beaucoup de points de désaccord. Mais là-dessus, il y a une unanimité. J'observe que, oui, enfin, il n'y avait peut-être pas besoin de 12 heures de discussion pour se rendre compte qu'aucun d'entre nous n'appuyait l'initiative contraire au droit international de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Mais comme un certain nombre de responsables de la majorité ne se privaient pas de faire ce type de caricature à notre égard, je prends le point. Vous disiez à l'instant, Manuel Bompard, que les Français galèrent en ce moment. Oui. L'inflation, on l'a vu, l'inflation qui repart globalement au mois d'août, 4,8%, c'était un peu moins au mois de juillet. Donc on voit qu'on est encore dans quelque chose de très compliqué, avec des chiffres encore plus hauts, beaucoup plus hauts pour l'alimentation. On est à plus de 11 points au mois d'août. Mais le gouvernement vous a-t-il entendu? Aujourd'hui, Bruno Le Maire, après avoir discuté avec la grande distribution et les industriels, dit on va réussir, grâce à l'accord des deux parties, à bloquer ou baisser les prix de 5000 produits. Vous réclamiez un blocage des prix? C'est vrai, je réclame un blocage des prix. Malheureusement, ce qu'il nous propose, ce n'est pas un blocage des prix. C'est le résultat d'une négociation, manifestement, avec les industriels. D'abord, je vais vous dire que sur l'inflation, quand même, ça fait depuis 1 an que Bruno Le Maire, Madame Borne nous disent le pic de l'inflation est passé, les choses vont s'améliorer. Manifestement, le pic de l'inflation n'est pas passé. Pour le reste, les prix sur les produits alimentaires, ils ont augmenté depuis 2 ans de 21%. Dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire, et ces chiffres sont documentés, vous pouvez les vérifier, elles ont augmenté de 70%. L'augmentation des marges de l'industrie agroalimentaire, c'est le premier facteur de l'augmentation des prix. Et à l'échelle mondiale, l'augmentation des profits des grandes entreprises est le premier facteur d'augmentation des prix. Donc, moi, je veux bien les négociations, les discussions, etc. Mais à un moment, il faut légiférer. Donc, il faut leur tordre le bras. Mais il faut l'imposer. Non, mais là, Bruno Le Maire dit on va vous obliger à renégocier. Désormais, vous renégociez dès le mois d'octobre. Dans le même temps, il dit que le blocage des prix n'est pas possible. Alors, je suis assez surpris. Parce que pendant la crise sanitaire, le gouvernement avait bien trouvé l'article du Code du commerce qui lui permettait de bloquer les prix du gel hydroalcoolique. Il l'avait réussi à le trouver ce jour-là. Donc moi, je dis que si vous voulez effectivement alléger
la charge, le coût de la vie pour les Françaises et Français, il faut des mesures décisionnaires, réglementaires. Il faut bloquer les prix, ce que le président de la République a refusé hier. Il faut indexer les salaires sur l'inflation, ce que le président de la République a refusé hier. Il faut geler les loyers cette année, ce que le président de la République a refusé hier. Si on veut un programme sérieux pour faire en sorte que la vie soit moins difficile pour les Français et les Français, il faut de la volonté politique. Il faut sortir des logiques d'incantation. Le gel des loyers, c'est compliqué pour, par exemple, beaucoup de retraités qui louent comme complément pour leur retraite un petit logement. Si vous leur bloquez leur loyer, vous appauvrissez une population qui n'est déjà pas très riche. Mais Christophe Barbier, l'augmentation des loyers de 3,5%, c'est compliqué pour beaucoup de gens qui n'arrivent déjà à pas payer leur loyer. Donc là, à un moment, il faut faire un choix. Donc plutôt les petits locataires que les petits propriétaires. Je pense vraiment aux retraités qui ont mis en location leur appartement. Je comprends très bien ce que vous dites, honnêtement. Et je vais vous dire, à chaque fois qu'on discute, par exemple, d'augmenter la fiscalité sur les entreprises, on nous dit toujours les petites et les moyennes entreprises. Et à chaque fois qu'on propose de geler les loyers, on nous dit les petits locataires. Il y a effectivement des petits locataires. Mais une majorité des locataires de ce pays sont des propriétaires de ce pays, ils sont multipropriétaires. Donc, honnêtement, ceux-là, ils ont les moyens financiers pour faire en sorte de prendre en charge le gel des loyers pendant un an. Et après, s'il faut des mesures d'accompagnement d'une autre manière pour faire en sorte que ça ne soit pas des petits propriétaires qui sont impactés, pourquoi pas? Mais la masse des propriétaires, ils ont les reins suffisamment solides pour encaisser le gel de loyer pendant un an. Manuel Bompard, une dernière question sur une information qui est tombée ce soir. Gérald Darmanin a envoyé les directives aux préfets pour leur demander une fermeté absolue concernant les émeutiers d'avant l'été, qui auraient été condamnés par la justice, et pour que les préfets fassent en sorte que les expulsions de ces émeutiers de leur logement, quand ils ont été condamnés notamment pour des faits graves, ces expulsions aillent jusqu'au bout, qu'ils soient expulsés réellement. Comment est-ce que vous réagissez face à cette fermeté affichée du ministre de l'Intérieur? Mais quand on fait quelque chose qui est contraire à la loi, on est condamné, on écope d'une peine. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. D'autant plus quand il s'agit d'aller expulser des familles, parce qu'un des membres de la famille aurait pu faire une bêtise. C'est comme cette proposition de remettre en cause les allocations familiales, parce qu'une personne dans la famille a pu faire une bêtise. Mais s'il y a des frères, s'il y a des sœurs, s'il y a des mères, s'il y a des pères, ils ne sont pas responsables de cette situation. Pourquoi eux, ils devraient payer pour ça? Je trouve que ce débat qui consiste à vouloir faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé au mois de juin et au mois de juillet sur les parents est un débat infect. Les parents ne sont pas responsables de la situation. Et vous savez, des mamans qui se lèvent très tôt le matin parce qu'elles viennent dans le RER pour venir ensuite travailler, pour nettoyer nos bureaux, pour assurer la sécurité, venir leur dire en fait c'est vous qui êtes responsables des bêtises qu'ont pu commettre vos enfants, je trouve ça ignoble. Voilà. Merci Manuel Bompard. Merci d'avoir été l'invité de 22h Max